Retour sur le plateau de la feuille de match et un retour dans la zone de turbulence pour le FC Valence qui reçoit Valladolid, maître. Oui, une équipe de Valence revigorée. Hein. Moi, je pense que voilà, pour moi, ça reste un match de référence. Le match qu'ils ont livré contre Barça. Il a fallu que Messi sorte the coup franc pour pouvoir s'en sortir. Voici une équipe de Valence qui joue de mieux en mieux. Il reste 3-4 matchs pour ce championnat en Espagne. Mais c'est vrai que face à la modeste équipe de Valladolid de 17e, je pense que le 14e, qui est sur vraiment une pente ascendante, aura à cœur de gagner ce match-là. Donc victoire de Valence qui est plaisant. Et moi j'ai vu hein, les deux actions face au Barça, c'était des actions construites. C'était pas, comme on dit chez nous, des billes à chance. C'était deux buts bien construits, bien léchés. Donc je pense qu'ils peuvent continuer face à Valladolid. Oui, Valence est vraiment une belle équipe. C'est vrai qu'elle fait plaisir à voir jouer. Je ne comprends pas sa place de 14e. C'est vrai que ça paraît un peu injuste parce que c'est une équipe qui a les qualités, qui a les atouts. Et c'est vrai que Valladolid n'a pas grand-chose en fait, à montrer par rapport à cette équipe de Valence. Donc je pense que chez eux, en plus, Valence n'auront pas trop de problèmes pour gagner. 66% des parieurs voient une victoire de Valence hein, sur ce match, il faut le savoir. Il n'y a aucune victoire de Valladolid depuis le 19 avril 2003 face au FC Valence. Ça fait donc une série quand même de 17 matchs sans défaite pour les Valenciens. Valladolid n'a plus gagné à Valence, il faut le savoir également, depuis le 20 janvier 2002. Donc on peut dire sans hésitation aucune que Valence devrait remporter ce match-là. On va souscrire sans hésitation aucune et on va dire qu'on est d'accord. On va quitter le championnat, sauf erreur de ma part, on va quitter le championnat d'Espagne, on va quitter la Liga pour la Première Ligue. Et la Première Ligue, vous le savez, hein, c'est la capitale de l'Europe, et notamment Manchester. Les deux Manchester en finale, ça c'est tout à fait exceptionnel. Mais bon... Chelsea ? Oh oui, non mais bien sûr, c'est pour ça que je dis l'Angleterre, mais singulièrement oui, Manchester, voir deux équipes en finale, ça c'est déjà vu, hein, ceci étant. Rappelez-vous la finale entre l'Atlético et le Real. Oui, il y a eu déjà. Oui. Milan. Et le Real qui rate, l'Atlético qui rate la finale, la victoire de peu. Hein, de très peu, ils ont vraiment malmené le Real. Et encore, de l'autre côté, il y avait encore Cristiano Ronaldo qui a remis les pendules à l'heure. Enfin bref, c'est du passé. Notre époque. C'est notre époque, comme vous le dites. C'est du passé. Et là, Man U, qui, on va le dire, a déjà réussi sa saison en étant donc en finale de la Ligue Europa et en étant sûr d'être sur l'une des 3 marches du podium. Enfin, l'une des 2 autres marches du podium. La première est promise au rival, le Citizen. C'est vrai qu'on a une équipe qui est en pleine bourre, hein, tous ces clignotants sont verts, et c'est vrai que ils peuvent venir un petit peu avec un peu de suffisance devant Aston Villa, devant Watkins, Barkley. Il y a un Trezeguet aussi qui joue à Aston Villa. L'Argentin. C'est pas un Argentin, là, celui-là. Sûrement. C'est pas le même. Mais il joue bien, hein, il joue bien au milieu de terrain. C'est vrai que voilà, Aston Villa sait faire des coups. Donc attention à la suffisance de Manchester à l'extérieur aussi, on peut l'exprimer ainsi. Je vois quand même une victoire de Manchester continuer à accompagner City dans les cieux. Pour se faire du bien, il faut se rappeler que Manchester United était dans le groupe de Paris Saint-Germain et qu'ils se sont fait éliminer à la dernière journée, je crois, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Et depuis ça, l'équipe est complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a retrouvé un Manchester United qui est complètement injouable. On l'a vu contre Rome, ils ont mis ce 6-2 incroyable. Et je crois que cette année, cette fin d'année, ils sont partis pour gagner tout ce qu'il y a à gagner, en fait. Donc ce match-là fait partie des matchs qui, pour moi, n'ont pas de problème en termes de pronostic. Ils vont gagner sans aucun problème contre Aston Villa parce qu'aujourd'hui, ils ont retrouvé un allant, ils ont trouvé un équilibre. Et puis surtout, ils ont un Cavani qui revient en grande forme. Ils ont un Pogba qui est également au top. Donc vraiment, là, sur ce match-là, j'ai aucun problème. Je mets vainqueur Manchester United.
Oui, avec raison, puisque Villa n'a gagné que 16 fois de toute son histoire face à United. Alors vous allez certainement me dire, oui, mais 16 fois, mais s'ils ont joué 30 fois, c'est pas beaucoup. Mais non, ils ont joué 106 fois. Ah oui, et donc il y a 16 victoires. Donc pour Aston Villa, les Mancuniens qui dominent avec 64 victoires et les deux formations ont fait 26 matchs nuls. Autre stat intéressante, c'est que Man United n'a plus perdu depuis le 12 décembre 2009 face aux Villains. Voilà donc une belle série de 17 matchs sans victoire à briser pour les hommes de Dean Smith. Donc ça va être très compliqué pour Aston Villa à domicile face à Man U et Man U largement favori. C'est vrai que la notion de challenge est une notion intéressante, mais je crois qu'au foot, il y a quand même quelques règles. Et je pense que les Red Devils vont véritablement régler le problème de Villa très vite. Match numéro 11 entre West Ham et Everton. Une défaite et c'est le Brexit. Ah oui. C'est vrai que West Ham est 5e. Il peut jouer la préliminaire, je crois. Et Everton est 8e. Donc c'est quand même une victoire, un match qui sera intéressant parce que je pense pas que les 6 points qui séparent deux équipes aujourd'hui puissent refléter la réalité des niveaux des deux équipes. On a Everton qui est difficile à jouer et West Ham qui, s'il est 5e, c'est parce que plus ou moins essaie de faire le dos rond et avance pas à pas, faisant des bons matchs et de bons résultats. Donc je crois qu'à domicile, tout de même, je mets West Ham gagnant, mais attention à Everton, aussi qui est un joueur très, très offensif. Oui, je suis d'accord. C'est un match difficile à pronostiquer parce que c'est deux équipes qui sont extrêmement solides, qui ont des arguments chacune à faire valoir, qui ont à peu près le même style. Et c'est vrai que West Ham, aurait la préférence parce que c'est vrai qu'ils d'abord ils jouent chez eux, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, on le sait aujourd'hui. Et puis, ils ont gagné le match aller, donc ils ont un petit avantage psychologique sur cette équipe d'Everton. Et donc, je crois que West Ham a des arguments à faire valoir sur ce match je pense qu'on peut les mettre gagnants sur ce match. Les deux équipes, à mon avis, ont de quoi, en tout cas, ont des arguments pour gagner. Hein. L'Europe est à portée de fusil. Maintenant, Everton, les Toffees, qui mènent largement au bilan donc, des 113 confrontations avec 58 victoires. Ils avaient été battus au match aller par cette équipe de West Ham, donc il y a un peu de revanche dans l'air. West Ham a gagné 27 fois, il y a eu 28 matchs nuls. Everton a été les Hammers qui restent sur une série de 2 défaites d'affilée en championnat. Everton a été surpris par Aston Villa le week-end dernier à domicile. Donc pour voir l'Europe, il faut gagner absolument. Donc il n'y a pas de tergiversation, il faut une victoire pour l'une ou l'autre des deux équipes. D'autant plus que Everton a en plus de ça un match en moins. Everton a donc plus de perspectives et Everton a aussi plus besoin, on va dire, de ces points-là. On va les leur donner. Donc, il faut une victoire absolument. Hein, Absolument. Défaite et c'est le Brexit. Oui, je pensais que vous vouliez me dire quelque chose, mais je vous dis également, messieurs, une petite pensée pour le gardien du Paris Saint-Germain, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, Christophe Revaux. Vous l'avez connu? Oui. Mais il est décédé. Ah. Voilà, il est décédé cet après-midi. On l'a trouvé mort chez lui. Christophe Revaux qui... Toulouse, Le Havre. Ouais, mais enfin, moi, c'est un très mauvais épisode pour moi. Enfin, oui, parce qu'il a pris la place de Lama. C'est même pas le fait d'avoir pris la place de Lama. Ils font un métier concurrentiel, c'est normal. Mais à un moment donné, il a interdit à ce que Lama s'entraîne sur le même terrain que lui. Alors, c'était qui Christophe Revaux quoi. C'était pas The Gardien, mais enfin, ça, c'était l'œuvre de Monsieur Leroy. Qui a pillé pas la bonne l'Afrique. époque. Non. Enfin bref, c'était pas la bonne époque. Ayons une pensée pour lui. On va poursuivre avec ce championnat d'Angleterre. Arsenal qui reçoit West Brom, un West Brom qui est toujours en vie. Hein, pour rester en première ligue. C'est vrai, toujours en vie, un 19e qui se bat pour rester à flot, pour rester en première ligue. Et en face, je l'ai dit, aujourd'hui, Arsenal qui jouait en Europa League. Le quid de savoir dans quelle disposition Arsenal va pouvoir recevoir West Bromwich, mais je tiens compte du décalage des 10 places d'écart entre le 9e et le 19e pour que l'Arsenal puisse, avec Aubameyang qui est en forme en ce moment, puisse mettre plus de ballons dans les filets adverses. On a vraiment un match qui est quand même
paraît assez déséquilibré. C'est vrai que West Bromwich Albion, c'est ça, n'est pas une équipe vraiment transcendante. Franchement, quand on les voit jouer, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de lacunes. Et c'est vrai qu'Arsenal, même si c'est une équipe qui joue, encore une fois, en courant alternatif, c'est-à-dire c'est vraiment le yo-yo en permanence, fatigué aussi par leur match de cet après-midi, etc., etc. Donc, compliqué parce que, effectivement, West Bromwich, ils ont un match important pour ne pas descendre. Et en même temps, Arsenal, voilà, qu'est-ce qu'ils ont à jouer aujourd'hui? Pas grand-chose. Donc, attention à ce match. Ça peut être le match qui va faire basculer cette grille et qui va faire la différence. Donc, pourquoi pas ne pas mettre une victoire de West Bromwich ou un nul. Moi, je veux bien Arsenal l'emporter. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 79 fois depuis 1957. Le dernier match a été remporté par Arsenal. C'était le 2 janvier en championnat, 4-0 pour les Gunners. Arsenal qui a gagné 44 fois, concédé 22 matchs nuls et seulement 13 défaites face à West Brom. La dernière fois, eh bien, le 18 mars 2017, donc ça fait quand même quelques temps. Les Gunners qui, à mon avis, sont remobilisés et qui en plus sont invaincus depuis 3 matchs en championnat, donc victoire d'Arsenal. West Brom avait déjà d'autres occasions d'avoir des points pour ne pas descendre. Je pense qu'ils les ont cramés et c'est certainement pas celle-là qu'ils vont avoir. Et Arsenal va pas rigoler, donc victoire d'Arsenal. Allez, on arrive à la fin de cette grille et la fin de cette grille, c'est la péninsule, la botte. Hein, c'est l'Italie avec un deuxième que j'ai l'impression que tout le monde aime bien, le gentil dauphin là, Atlanta, qui se déplace à Parme. Avec les couleurs qui peuvent te pomper. Hein. Ouais. Des fois je me dis, attention, est-ce que c'est Lukaku ou... Alors, non, on a une très belle équipe l'Atalanta qui face à une équipe terne comme nous sommes, hein, comme une couleur un peu Parme. C'est vrai que cette Parme-là d'aujourd'hui ne fait pas peur à grand monde. Torino même les a battus dernièrement. Je pense que l'Atalanta n'aura aucune difficulté face à cette équipe de Parme actuelle. Parme, à propos du fils de Crespo Mara, mais à Parme, il n'y avait pas un Crespo, hein? Oui. Hernan Crespo. Là, c'était la grande époque. Il y a son fils aussi qui joue. C'était après Maradona, ça. Bien après. Non, mais ce match Atalanta-Parme, puisqu'on est en Italie, je dirais que Atalanta va manger cette équipe de Parme al dente. Hein. Il n'y a pas Crespo Chiesa. C'est Chiesa. Oui, il y a un duo, je faisais mal. Non, Atalanta. C'est Chiesa aussi qui a un fils qui joue. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, pour revenir au match Atalanta-Parme, c'est vrai que l'Atalanta est une équipe aujourd'hui qui n'a plus rien à prouver, enfin qui est deuxième et qui le mérite largement, face à Parme qui est 19e. Je crois que le match aller, Atalanta avait gagné 3-0. Bon, non, c'est un match en termes de pronostic qui est assez facile à deviner. Donc Atalanta gagne ce match assez facilement. Dit-il. Bon. Dans le texte. Bon, l'Atalanta, c'est clair qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes. Hein. Elles ne jouent pas dans la même cour, forcément. Bergame, c'est 5 victoires consécutives et 7 matchs sans défaite face à Parme. La dernière victoire parmesane, eh bien, elle remonte au 16 février 2014 et c'était à Bergame. À Parme, c'était le 25 septembre 2013. Donc ça fait très très longtemps. Puisque bon, 8 ans en football, président, quand même, c'est beaucoup. C'est énorme. 2013, Parme. Non, il n'y était plus là. Il était encore là, à Parme? Je sais pas. Non. En tout cas, il a joué là. Il a commencé par là. Donc, dans la course à la Ligue des Champions, il est clair qu'une victoire est impérative pour les Bergamasques, donc victoire de l'Atalanta. Non, mais c'est sûr. Et puis, de toute façon, à l'instant où on parle, pour beaucoup de championnats, les carottes sont déjà cuites. Donc, bon, il n'y a pas de raison de faire en autre place. Les carottes sont déjà cuites. Et vous savez ce qu'on dit, hein, vous savez à quel moment les carottes sont cuites, maître? Non. Mais si, quand c'est la fin des haricots. Et c'est la fin de la grille en tout cas. La Juve qui reçoit le Milan AC, une grande affiche du passé. Match XXL, 69. C'est le nombre de points, hein, je précise. C'est le nombre de points de la Juve. XXL, c'est quoi? Ah oui, c'est le grand format. Détends. Pas de méprise, pas de méprise. C'est le gars qui sait pas. Oui, match rétro entre deux équipes qui ont déçu cette année, la Juve et le Milan AC. Allez, entre-temps, la Juve a quand même enregistré un mieux, hein, avec ce Chiesa, je crois que c'est lui là qui joue.
qui est excellent. On a notre Ronaldo qui est sur le départ, on ne sait pas. En tout cas, plutôt pareil aussi en fin de cycle. C'est pas trop avec quelles ambitions, mais ça reste un match de panache. Parce au Milan AC, avec l'attaquant aussi devant qui sait nous mettre de super buts, celui de l'Est là. Et je pense qu'il faut compter soit sur une victoire de Juventus. Je ne vois pas Milan aller chercher la gagne, mais peut aller chercher un match nul face des fois aux errements du milieu, de la défense de la Juve. En tout cas, c'est un match qui va être assez sympathique à voir, parce que c'est deux équipes quand même qui ont un certain niveau. Juventus qui reste sur effectivement pas mal de victoires. Donc, je crois me rappeler que Juventus a gagné 3-1 contre Milan au match aller. Et c'est vrai que Juventus aime bien Milan AC en général. Et c'est une équipe qui lui réussit bien. Donc jouant à domicile avec toutes ses armes, parce que je crois que tous les joueurs sont présents, Ronaldo est là aussi. Donc normalement Juventus devrait gagner ce match-là. Mais en tant que parieur, moi je pourrais même mettre une couverture globale là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Non, mais vous n'avez plus de couverture complète. Hein. Ah bon, c'est fini? Non. On avait que... Ouais, alors c'est un match, c'est le derby par excellence de l'Italie. Quand on parle du derby en Italie, c'est celui-là, enfin avec celui de entre la Juve également et l'Inter de Milan. Mais alors la particularité de ce match, c'est que il sera quand même déterminant pour la deuxième place du championnat. Vous avez 3 équipes à 69 points. Le Napoli qui a 67 points et la Lazio de Rome qui en a 64, mais avec un match moins. Donc vous voyez, c'est très serré. Ça fait 10 ans que le Milan AC n'est pas allé gagner à Turin. 10 ans. Une victoire qui remonte au 5 mars 2011. Un match qui sera également un match sous tension, parce que vous avez peut-être pas entendu parler de ça, mais Donnarumma est pressenti. Ouais. À la Juventus. Donc les tifosi demandent à ce qu'il ne joue pas ce match-là. Ça c'est. Donc ouais, il y a beaucoup de tension. Le Milan AC peut prendre un point, mais la Juve, à mon avis, me semble quand même le mieux armé pour gagner ce match-là, surtout à domicile. Pour information, dernière petite information, il y a eu 173 rencontres entre les deux équipes, 66 victoires pour la Juve, 57 matchs nuls et 50 victoires du Milan AC. Effectivement, si Patrice avait une couverture, il l'aurait mise volontiers, parce qu'elle peut s'imposer également. Mais Woody a dit pas de couverture. Il a déjà utilisé sa couverture. La vôtre est là, hein, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser, on va l'utiliser. Donc on va dire qu'effectivement c'est un match extrêmement pernicieux, on va dire. Et en réalité, je pense que c'est bien de faire une couverture totale sur ce match-là. Très bien, voilà donc ce dont on pouvait vous donner comme info pour vous permettre de remplir votre grille. On vous le dit tous les jours, hein. On vous donne des infos pour remplir votre grille. Vous pouvez suivre la synthèse qu'on vous propose. Vous pouvez également suivre la grille d'un des invités de ce plateau. Et si la semaine dernière vous avez suivi Patrice, eh bien vous avez réalisé 14 sur 14. Dans un instant, on va vous proposer la synthèse pour le week-end qui vient. Une grille à valider dimanche avant 8h55, elle vaut 500 000 €. Dans un instant également, eh bien, nous aurons la parole à la défense, maître Pascal Bon, qui aura à défendre Leonardo, accusé d'aimer le clinquant, le bling-bling, les stars, plutôt qu'une équipe homogène, une équipe complémentaire. Mais avant, messieurs, un tour de table rapide sur la Ligue des Champions, avec donc Tuchel et Thiago Silva en finale, alors qu'ils ont été virés malproprement par le PSG. Ben, vous empiétez un petit peu sur ma plaidoirie, mais c'est vrai qu'on a quand même un pied de nez à l'histoire, en tout cas. Un mec qui est viré en décembre, qui se retrouve sans club, qui récupère Chelsea, qui avait plus ou moins des individualités fortes, mais une première partie de saison plus ou moins Dancy, et se retrouve par le truchement de son action. Tuchel, mais aussi par ses joueurs en finale. Et en face, on a une équipe de Paris qui est éliminée. Et puis c'est vrai qu'on voit encore cette gestion. Il faudra qu'on en reparle. Je ne sais pas encore si ce sera au niveau de la plaidoirie, mais du départ de Thiago Silva, puisqu'il a encore donné, il est encore bon, il est encore fringant à Chelsea, alors qu'on le voyait vieillissant pour les bonnes années qu'il a passées à Paris. Donc c'est vrai que en tout cas, content pour l'homme, content pour les entraîneurs aussi. Voilà.
peut-être aussi que c'était une raison de rupture de contrat sur un désaccord sur ce nombre de choix et qu'il a pu peut-être mieux faire respecter à Chelsea. Moi, j'ai toujours été un petit peu triste de départ de Tourelle, parce que je trouvais qu'il avait installé une ambiance sympathique dans cette équipe du PSG, qu'il avait fait de très bons résultats l'année dernière, finaliste avec toutes les champions de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Donc, j'avais pas grand-chose à lui reprocher, moi, en tant que supporter. Thiago Silva, c'est quelqu'un que j'ai toujours bien aimé, qui a toujours été vraiment un fédérateur dans ce club, qui était un capitaine modèle. Donc, s'ils arrivent à remporter cette Ligue des Champions, ben, je serais très heureux pour eux, parce que je trouve qu'effectivement, c'est un petit peu une injustice qu'ils soient partis du PSG dans ces conditions. Ben, moi, je m'étonne d'entendre aujourd'hui que, Thiago Silva se retrouve en finale. Alors, c'est une injustice ou c'est pas une injustice. Enfin, je ne sais même pas, parce que moi, j'entendais, à chaque match du Paris Saint-Germain, c'était la pleureuse. C'était le mec il est émotif, il pleure, il ne sait pas mâcher les trop, etc. Et aujourd'hui, il se retrouve en finale, tout le monde veut tomber à bras raccourcis sur le PSG, alors que, je veux dire, toute la presse, depuis 2014, qu'il a perdu un match contre l'Allemagne avec le Brésil, on le taxe de pleureuse. Il n'est pas bon, c'est pas un bon capitaine, et aujourd'hui, parce qu'il est en finale, non, il est en finale, parce que Chelsea mérite d'être en finale, point. Voilà, il y avait un terrain, et Marius Trésor l'a dit, c'est la vérité du terrain qui compte, et sur le terrain, ils ont été meilleurs que le Real de Madrid, et ils ont gagné, voilà. Je crois que Paris, de toute façon, ils ont une logique dans le recrutement, dans le fonctionnement de l'équipe qui est assez particulière. On peut se rappeler aussi l'oppositionnement de Comboiré à l'époque. En réalité, quelle était l'utilité, sauf à dépenser de l'argent indûment, que de faire un chèque à Tourelle? Parce qu'on a oublié de dire, quoi. Tourelle est parti avec un chèque. Donc, en plus, il est resté sans club à peine un mois. Donc, en fait, tout ça, c'est une grande mascarade. Et je crois que le foot a besoin d'un peu plus de régularité, de stratégie à moyen terme. Et je crois que c'est votre plaidoirie tout à l'heure, c'est le bling-bling, mais on va dire que ça c'est un accessoire bling-bling supplémentaire. Merci pour la transition, Philippe Copette, le président de la solidarité scolaire. Dans une toute petite poignée de secondes, la plaidoirie de Maître Bon. La parole à la défense. Maître Bon, votre client taxé de bling-bling, de aimer le clinquant, aimer les vedettes, les stars, plutôt que d'équipes homogènes, une équipe complémentaire. Et on l'a dit tout à l'heure, des joueurs qu'il a virés. Cavani, en finale de l'Europa League. Thiago Silva, en finale de la Ligue des Champions. Et l'entraîneur, en finale de la Ligue des Champions. Qu'avez-vous à dire? Rudy, j'ai envie de dire qu'une fois que, et c'est ce qui est dit en creux à chaque fois, une fois qu'on a une déception, on a cette défaite et cette élimination du Paris Saint-Germain, pour tous ceux et celles qui deviennent du jour au lendemain des juges, il faut couper des têtes. Alors on pense tout de suite au directeur sportif, à Leonardo, on peut penser aussi aux joueurs, ça serait bien, on peut penser aussi à l'entraîneur, on peut penser aussi au président. Donc on choisit le directeur sportif pour plusieurs raisons. Et c'est là où j'y viens sur, allez, je dis une culpabilité, mais aussi une relaxe partielle. Je le dis puisque il ne faut pas oublier qu'avant qu'on vienne me chercher en 2019, on avait quoi? On avait Kluivert, Enrique. Bon, on est venu me chercher pourquoi? Pour pouvoir faire jouer déjà une stabilité, mais aussi une respectabilité du club et qu'on puisse jouer avec mon entre-soi, mon portefeuille, mon réseau et que je puisse jouer de ma notoriété pour pouvoir asseoir le PSG dans le concert des grands. On a aussi, et j'ai envie de dire, le verre à moitié plein, puisqu'on a quand même, je suis là depuis 2019, directeur sportif, je suis alors quart de finaliste, demi-finaliste, finaliste. Est-ce que c'est un bilan qui est compliqué? Alors, on m'accuse maintenant, puisque, et c'est ça en creux, parce que je suis directeur sportif, mais on m'a beaucoup appelé à travailler le recrutement. Donc, je suis pas recruteur, en même temps, on sent bien que c'était là pour pouvoir jouer sur le recruteur. Et c'est vrai que j'ai eu le nez creux pour certains, et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que pour, par exemple, Danilo, on sait bien que ça a peut-être été l'objet de la tension définitive qu'il y a eu avec Tuchel face à la rupture. Donc, c'est vrai que j'ai pas toujours eu des résultats, on va dire, positifs sur le recrutement, mais c'est vrai que l'idée, quand même, à Paris, c'est de faire jouer des grands joueurs. Alors, on peut les appeler des stars quand ils sont des stars, mais c'est de faire des joueurs. Et que derrière, aussi, je puisse continuer à travailler. Je le dis, je suis arrivé en 2019.
qu'on puisse me donner aussi voilà, le temps, comme dans tout grand club aussi, pouvoir asseoir une politique. Et c'est vrai qu'il y a des chantiers pour pouvoir passer le palier supérieur. On est là, on est en demi, on est en finale 2 années de suite. C'est quand même pas mal. Maintenant, que je puisse consolider, on a bien vu ce qui manquait un petit peu hier. Il va falloir que je travaille sur l'arrière. Aujourd'hui, équipe MB, c'est un peu court. Bon, Marquinhos est là, mais à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir que je travaille là-dessus. Au milieu aussi, pouvoir, voilà, à côté de Verratti, à côté de ce que peut donner un gars comme N'Golo Kanté, il faut que je trouve aussi quelqu'un pour pouvoir supplanter et pouvoir améliorer le secteur du milieu. Et à l'avant, j'ai encore du boulot. C'est pour ça que je dis, travaux d'intérêt général, donnez-moi du temps, parce qu'il va falloir que, à la fois que je puisse retenir Mbappé et Neymar, et que j'aille chercher un autre qui apportera aussi sur le terrain. Oui, c'est une star, on veut des grands joueurs, les grands joueurs sont des stars. Donc, je suis sur le dossier Messi, c'est vrai que c'est aussi un dossier qui a travaillé par rapport au départ, somme toute, au retour, en tout cas d'Icardi vers l'Italie, peut-être avec Mourinho, mais en tout cas, il faut que je continue à jouer ce rôle, de pouvoir rendre attractif ce club-là pour les joueurs, les grands joueurs, les joueurs stars. C'est pas du bling-bling, c'est ce que vous aimez. Vous aimez aujourd'hui ce que Paris est devenu 10 ans après. Moi, je suis là depuis 3 ans. Laissez-moi le temps de pouvoir travailler pour continuer, pour passer peut-être le dernier palier qui manque pour pouvoir être le 3 de l'Europe. À mon sens, un bilan qui est somme toute satisfaisant. Alors, je vais me retourner vers le jury. Messieurs les jurés, êtes-vous convaincus? Et on a omis de... Enfin, je comprends Maître Bon, il défend son client, il a omis de parler de son arrogance et ses quelques gorgettes aux arbitres en Ligue 1. Il peut pas manquer au las quand même. Oui, ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est... Contre Lens, ouais. C'est inadmissible, parce que déjà, il a braqué l'arbitre contre le PSG, et ça aurait pu être néfaste au résultat final, puisque l'arbitre, au bout d'un moment, ne sifflait plus aucune faute pour l'équipe. Non, je vais juste finir avec l'histoire du PSG. PSG, pour moi, aujourd'hui, fait partie des 4 meilleurs clubs du monde, d'Europe, puisqu'ils sont demi-finalistes chaque année. Ah, c'est pas ça la question. Est-ce que vous êtes convaincu par Maître? Oui, je suis convaincu, et je rajoute de l'eau à son moulin. Ceci étant, vous n'avez pas recruté, dépensé autant d'argent pour être parmi les 4. Vous avez dépensé l'argent pour être parmi le premier. Tout comme chez City. Et City, oui, City pareil. Mais on a dit, sur ce plateau, on a toujours dit PSG, City, même combat. Voilà. Enfin oui, je suis d'accord avec Pascal. En gros, aujourd'hui, moi, Woody l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, je lui donne 2 invitations pour Angers-Dijon, et je lui donne 2 invitations pour PSG-Lyon, je lui demanderai de choisir. En fonction de son choix, je saurai si je vous dirai que vous savez raison ou pas. Mais je pense qu'il peut faire Vous pouvez garder des Dijon. Je pense que c'est Dijon. Angers, vous voyez, je vais y aller. Non, en réalité, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, premièrement, parce qu'il me semble que Maître a oublié une période où Leonardo était déjà là. Et où il avait déjà eu un certain nombre de dysfonctionnements et qu'il avait déjà amené à devoir partir. Et je pense aussi que Leonardo, il peut pas dire ça parce qu'il a dépensé trop d'argent. Parce que c'est toujours la question en business, on dit toujours combien ça coûte et combien ça rapporte. Donc c'est vrai que c'est proportionnel. Et si on mesure l'impédance entre les deux, il a échoué. Et il a échoué et il a les mêmes travers fonctionnels, on va dire. Dans son rôle de directeur sportif, il est là pour valoriser le club. Et ses attitudes sont souvent défavorables. Alors même si je ne suis pas d'accord avec l'émotionnalité de l'arbitre, en disant que l'arbitre n'a pas voulu siffler comme année, je trouve que quand on est dirigeant, quand on est à la télé, quand on est un homme de médias, et quand on a une influence sur les plus jeunes, eh bien, il faut savoir d'abord se comporter. Et là, je dirais que Leonardo, autant il a été un grand joueur, autant il a bien réussi avec Ancelotti. Les bons recrutements de la première fois, autant cette fois-ci, il s'est étalé magistralement. Voilà ce qu'il fallait dire ce soir dans la feuille de match. Merci à vous tous. On vous propose notre synthèse. Vous la validez si vous le souhaitez. Vous validez celle de nos invités sur le plateau. En tout cas, si vous avez choisi Patrice la semaine dernière, vous êtes un peu plus riche, de quelques milliers, dizaines de milliers d'euros. Mais vous pouvez aussi concocter la vôtre avec tous les éléments que nous vous avons donnés. La grille s'affiche à l'instant. On vous soumet donc notre synthèse. À vous de jouer. Pour donc cette grille qu'il faut valider dimanche avant 8h55, 500 000 euros. Rennes PSG, M2. Reims Monaco, 2. Angers Dijon, 1. Nice Brest, 1.
Metz-Nîmes 1, Strasbourg-Montpellier 1 et 2, Real Madrid FC Séville 1, N2, Villarreal-Celta Vigo 1 et N, FC Valence-Valladolid 1, Aston Villa-Monu 2, West Ham-Everton 1 et 2, Arsenal-West Brom 1, Parme-Atalanta 2, Juventus-Turin-Milan AC 1 et N. On vous la laisse encore quelques secondes. Vous pouvez bien la mémoriser. Validez-la si vous le souhaitez dimanche avant 8h55 pour gagner tout ou partie de cette cagnotte qui vaut 500 000 €. Maître Pascal Bon, merci. Belle soirée à vous. Oui, un petit cadeau toujours aux amis du dimanche, aux amis du Cato, qui sont privés avec ce confinement de nos fameux joutes sur les petits camps chaque jeudi, chaque mercredi, chaque dimanche. Les trois pas. D'accord. Maître, Pareil un pour autre moi. maître. Pareil pour moi, je salue mes amis de Tiponche Club et je leur souhaite une très bonne semaine. Ouais, mais il joue pas au foot, mais le type, on ne peut pas aller. Oui, ça va. Tant que le Tiponche va, à consommer avec modération. Ça devrait aller. Merci à vous, Ronny Véral. À bientôt. Merci à vous, président Merci. Philippe Copette. Qu'est-ce qu'on Merci. peut souhaiter à la SS pour la prochaine saison? Alors, il faut surtout souhaiter à nos jeunes footballeurs de garder le cap et de surtout croire au retour très bientôt de cette soupape de sécurité, de cette soupape d'évolution. Et à la SS, on doit continuer à grandir, à être le club de l'insertion sociale, le club véritablement de l'attitude. Et j'embrasse tous mes adhérents, enfin tous mes licenciés, et je leur dis qu'on va tenir le cap. Très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci. J'espère vous revoir un de ces jours sur ce plateau. Pourquoi pas pour parler d'un titre de champion de la SS. Oui, Ou d'un gros chèque de Thomas Levar. Non, mais messieurs... Ah non, c'est vrai, il n'aime pas le... Ne vous gênez pas, Il n'aime pas l'argent. les deux nous conviennent parfaitement, mais ne soyez pas... soyez dispendieux, je suis d'accord pour les deux. Merci à vous tous, merci de nous avoir choisis. Salut tout particulier à nos téléspectateurs de la Guyane et de la Martinique. Merci à Bruno qui réalise comme chaque jeudi la feuille de match. Très belle fin de soirée, on se retrouve la semaine prochaine.